Nous sommes à la fin du mois de juin, le milieu de l'année. Au mois de janvier dernier, chacun de nous a fait des plans. Et nous, sur cette chaîne également, on en a fait et cela concerne les finances. Concrètement parlant, je vous ai montré comment établir un budget, suivre ses dépenses et épargner. Je vous ai montré étape par étape comment à partir de peu de moyens on peut se constituer une épargne conséquente. Ensemble, nous avons énuméré les rubriques essentielles de dépenses. On a parlé de l'importance de suivre chaque centime que l'on gagne. Aujourd'hui, je suis devant vous, naturellement, pour vous demander des comptes. Alors, je vous pose la question, où en êtes-vous? Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue dans notre espace de croissance, de réapprentissage et de vérité. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan de mi-parcours. Pas de jugement entre nous, mais une vraie discussion. Est-ce que les résolutions de janvier ont tenu le choc face à l'inflation, aux imprévus, aux factures, etc.? Est-ce que votre compte épargne a grandi? Ou est-ce qu'il est resté au point mort? Ou encore pire? Est-ce qu'il n'a même pas débuté? Écrivez-moi en commentaire où vous en êtes et votre ressenti actuel à mi-parcours. Personnellement, depuis que j'applique cette méthode que j'ai partagée avec vous, je n'ai pas à me plaindre. Au contraire, je suis très fière de moi, mois après mois, parce que je me surprends en train d'épargner beaucoup plus que ce que j'avais planifié au départ dans mes objectifs. Et honnêtement, j'en suis extrêmement fière. Comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, suivre ses dépenses, c'est bien. Mais si vous ne changez pas votre regard par rapport à l'argent, si vous ne comprenez pas sa philosophie, vous finirez toujours par craquer. Et pour comprendre cette philosophie, j'ai décidé d'arrêter de chercher mes réponses dans des théories économiques occidentales. Je suis allée fouiller pour vous, chez nous en Afrique. Préparez-vous car vous risquez d'être un peu bousculé. Est-ce que vous saviez que le concept de l'épargne ne vient pas de l'Occident? Nos ancêtres maîtrisaient déjà l'intelligence financière bien avant l'arrivée des colons sur le continent. Commençons par une pratique ancestrale toute simple, mais d'une puissance financière absolue. La gestion de la récolte, que je vais plutôt appeler la sagesse agricole. Dans la tradition agricole de nos grands-parents, notamment en pays bamileke au Cameroun, lorsqu'on récoltait le maïs, les arachides, le haricot, etc., il y avait une loi sacrée, inviolable, avant même de calculer ce que la famille allait consommer pour survivre au jour le jour, et bien avant de décider ce qui allait être vendu au marché pour générer du cash, la toute première action consistait à prélever les plus beaux grains, les plus belles graines, et de les mettre de côté. C'était la semence pour la prochaine saison. Ces graines étaient stockées dans des greniers spécifiques, souvent traités pour résister aux insectes. Toucher à ces semences, même en période de famine, était tabou, absolument interdit. Pourquoi? Tout simplement parce que manger sa semence, c'était condamner sa lignée à mourir de faim l'année suivante. C'est exactement le même principe qui s'appliquait aux animaux. Les femelles ne sont pas utilisées pour la consommation car ce sont elles qui perpétuent la lignée. Lorsque les animaux naissaient, les mâles étaient vendus ou consommés, tandis que les femelles étaient gardées précieusement. Faisons un peu le parallèle avec les pratiques aujourd'hui dites occidentales. Qu'est-ce que le développement personnel moderne nous enseigne avec de grands concepts tels que Pay yourself first, payez-vous en premier, théorisé dans les livres américains. Il stipule tout simplement que dès que votre salaire ou vos revenus tombent, mettez 10% de côté pour votre épargne avant de répartir le reste dans vos factures et vos dépenses quotidiennes. Mais regardez vous-même la beauté des choses. Nos ancêtres ne savaient ni lire ni écrire, ils n'avaient pas de livres de finances de Wall Street, ils n'ont même jamais été à l'école, mais ils appliquaient exactement cette règle. La semence, c'est l'épargne au premier niveau. La chèvre que tu conserves, c'est le capital qui garantit l'avenir de ta famille. Notre frère Ricardo Kanyama l'a d'ailleurs très bien détaillé dans son livre intitulé « La chèvre de ma mère » que je vous conseille vivement de lire. Le réel problème de notre génération, c'est que nous consommons d'abord, nous payons nos charges ensuite
Et s'il reste des miettes, nous épargnons. Alors que c'est totalement l'inverse qu'il faut faire. La sagesse ancestrale nous l'enseigne d'ailleurs. La semence d'abord, la vie ensuite. Pour valider scientifiquement ce constat, il faut lire le livre du grand sociologue Jean-Marc Ella. Dans son ouvrage majeur, L'Afrique des villages, il décortique magnifiquement bien cette intelligence de la terre qu'avaient nos ancêtres. Il explique que face au cycle de la nature et à l'imprévisibilité des climats, les paysans africains ont développé une véritable culture de la prévoyance. Voilà ce qu'il dit exactement de l'économie villageoise traditionnelle. La gestion des stocks et la réserve de semences constituent le pivot de la sécurité sociale et de la souveraineté du groupe. Nos ancêtres ne se contentaient pas d'une simple subsistance, c'était de la haute stratégie économique. La discipline dont nous avons parlé en janvier, celle qui consiste à suivre nos dépenses, elle est également inscrite dans notre code génétique culturel. C'est cette même rigueur qui poussait une maman au village à trier minutieusement ses graines, une à une pour protéger l'avenir de sa famille. Plus qu'un système d'intelligence économique, dans la culture bamileke, l'argent n'est jamais perçu comme un outil de jouissance immédiate ou de vanité personnelle. L'argent est une énergie collective qui doit servir à acquérir de la terre, à bâtir et à élever la communauté. Pour cela, nos parents ont perfectionné un outil que nous connaissons tous aujourd'hui, mais que nous sous-estimons parfois ou encore que nous utilisons très mal, la tontine. Pour comprendre la tontine dans son étymologie, je t'invite à consulter le livre de Jean-Louis Ndokmo intitulé Le dynamisme bamileke. Dans ce livre, le chercheur et géographe Jean-Louis Ndokmo explique comment les structures traditionnelles bamileke ont permis à ce peuple de s'imposer économiquement. Il démontre aussi que la tontine en pays bamileke n'est pas un simple jeu d'argent ou un loisir du week-end. Loin de là. C'est une institution financière d'une efficacité redoutable. C'est une banque de crédit sans intérêt usurier basée entièrement sur le capital social, c'est-à-dire la parole donnée, l'honneur de la famille, le contrôle du village. Dans ce système, l'épargne est obligatoire. Elle est adossée à une discipline collective. Si tu faillis à ta tontine, ce n'est pas juste ton crédit qui est bloqué, c'est ton identité sociale, ton honneur et celui de tes ancêtres que tu détruis. C'est pour cela que les taux d'impayés dans les tontines traditionnelles sont historiquement proches de zéro. Là où les banques modernes et occidentales s'effondrent parfois sous les créances douteuses. Nos ancêtres avaient compris que la meilleure garantie financière, ce n'est pas une hypothèque sur un papier. C'est la solidarité et la responsabilité humaine. Pour aller encore plus loin, la tontine dans une perspective mondiale est considérée comme un levier géopolitique. Je m'explique. Souvent, lorsque nous parlons de nos traditions, certains sont complexés et ont des pensées qui tendent à vouloir montrer que la tontine, c'est un truc de pauvre. C'est une méthode artisanale qui ne mène nulle part. Laissez-moi vous ouvrir les yeux sur une réalité géopolitique majeure. Savez-vous que ce modèle d'épargne structurelle et communautaire existe exactement de la même manière en Asie? En Chine, par exemple, on l'appelle le Hui. Au Japon, on l'appelle le Tanomoshin. En Corée, le Ye. C'est exactement le même principe que nos tontines africaines. Un groupe de personnes qui se réunissent, cotisent une somme fixe à des intervalles réguliers et attribuent la cagnotte à tour de rôle à l'un des membres. Pendant des décennies, lorsque la diaspora chinoise s'installait partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Asie du Sud-Est, etc., les banques occidentales refusaient de leur accorder des prêts pour ouvrir leur commerce, leurs restaurants ou leurs entreprises. Qu'ont-ils fait? Ils n'ont pas pleuré. Ils ont activé le oui, leur tontine structurelle. C'est grâce à ces réseaux d'épargne traités d'informels, mais pourtant hyper disciplinés, que la diaspora chinoise a financé son émancipation économique mondiale. C'est ce modèle communautaire qui a servi de levier de développement de pans entiers de l'économie en Chine avant la modernisation de leur système bancaire. Alors,
Quand vous voyez nos mamans s'asseoir le dimanche pour cotiser à la tontine, ne les regardez pas de haut. Elles appliquent la même stratégie financière globale qui a propulsé des superpuissances économiques. D'ailleurs même, si mes frères et moi avons pu poursuivre nos études sans problème, c'est aussi grâce à cette tontine. Aujourd'hui encore, je peux affirmer que beaucoup de familles qui s'en sortent financièrement utilisent ce modèle financier. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi les tontines ne sont pas faites pour financer les fêtes ou acheter des vêtements? Les tontines sont plutôt faites pour investir à long terme, exactement comme le faisaient les pionniers commerçants bamileke à Douala ou à Yaoundé. Après tout ce que nous venons de voir, après avoir compris la règle sacrée de la semence de nos parents agriculteurs, après avoir analysé la rigueur structurelle du dynamisme bamileke théorisé par Jean Docmo et la culture de prévoyance documentée par Jean-Marc Ayrault, après avoir vu que l'Asie s'est développée sur ces mêmes principes, je te pose la question. Est-ce que tu crois encore sincèrement que l'épargne et l'intelligence financière sont des affaires qui viennent de l'Occident? La réponse est bien évidemment non. Nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres savaient déjà tout de l'épargne et de son bien fondé. Ils n'avaient certes pas des applications mobiles, mais ils avaient la discipline, le cœur, le respect de la terre et le sens de la communauté. Épargner aujourd'hui pour nous, ce n'est pas adopter une mode. Loin de là. C'est un acte de reconnexion. C'est honorer nos ancêtres. C'est perpétuer nos traditions. Alors, en ce mois de juin, c'est le moment pour toi d'agir si tu ne l'as pas encore fait. Regardez ma vidéo qui détaille pas à pas les étapes à suivre. Je vais d'ailleurs mettre le lien de cette vidéo en description. Écoutez-la et mettez les instructions en pratique. Vous ne le regretterez pas. Commencez dès aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour prélever votre première semence. Créez ce réflexe dès maintenant. Et pour vous qui avez entamé ce chemin depuis janvier, félicitations. Pour ceux qui traversent des moments de turbulence, vous qui avez parfois l'impression de vous priver pendant que le monde autour de vous consomme follement, ne lâchez surtout pas. Vous êtes en train de bâtir votre grenier. Vous êtes en train de sécuriser votre prochaine saison. Soyez fiers de votre rigueur et de votre résilience. Je sais que le chemin de la gestion financière est parfois parsemé d'embûches réelles, telles que les urgences familiales, surtout chez nous en Afrique, les baisses de revenus, les pressions sociales, etc. Si vous êtes bloqué, si vous avez besoin d'aide pour réajuster votre budget, ne restez pas seul dans votre coin. Signalez-vous dans les commentaires. Posez-moi votre problème et ensemble nous trouverons une solution. Si cette vidéo vous a redonné la force et a changé votre perspective face à l'épargne, laissez un immense pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas que votre chèvre est votre trésor. On est ensemble.